le pouvoir, il est avant tout intérieur. La sensation d'être souverain, c'est intérieur. Et on peut se sentir libre en dictature et on peut se sentir prisonnier en démocratie. Parce que le pouvoir, c'est un sentiment. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est comme le respect. C'est comme la liberté. On peut toujours me dire, il me respecte pas. Si moi je me respecte, on peut pas avoir cet irrespect pour moi. Si moi je me sens libre intérieurement, on peut pas m'emprisonner. Quand bien même on m'attache les poignets, intérieurement je me sens libre. Et le pouvoir, c'est ça qui se passe. Il y a cette envie de prise de pouvoir, mais plus on devient souverain, plus on est souverain dans notre propre royaume et dans nos propres actions, moins le pouvoir a de prise sur nous. Hein. Et si nous intégrions dans nos vies quotidiennes un petit peu plus de rituels, un peu plus de sacré, c'est de cela dont on va parler avec mon invité d'aujourd'hui, avec notamment la mise en place des rituels intuitifs, et ça fait l'objet d'un nouvel ouvrage, un 19e du nom, si je puis dire, avec Arnaud Rioux, installé sur les canapés. Salut Arnaud. Salut Marc. Et bienvenue, t'es chez toi ici, tu le sais. Ah oui, de plus en plus. Merci infiniment d'être là et merci le petit bébé, le petit dernier qui est ici, 19e. 19e. Wow, la puissance des rituels. Et je vais vous dire, ce livre, il est absolument fascinant pour la simple et bonne raison, c'est que on peut le mettre en application même si on ne fait pas partie de ces sphères très très spirituelles. Ouais. Ouais, c'est fait pour tout le monde. C'est vraiment l'enjeu, c'est que ça reste très grand public parce que les rituels, ça s'adresse à tout le monde, ouais. Alors on va regarder tout cela, on va en étudier quelques-uns, en proposer quelques-uns, intégrer le sacré dans notre quotidien évidemment. C'est aux éditions Animae, le groupe Le Duc que je remercie. On parle d'amour, de relations, de santé, de lieu de vie, d'abondance, de confiance en soi, enfin tous les sujets. Il y a 53 rituels. Ouais. Je les ai comptés. 53 rituels que propose Arnaud. Et alors ce que je ne savais pas, c'est que tu as commencé à mettre en place des rituels dans ta vie parce que c'était une question de santé. En ce qui te concerne. Ouais, Je savais pas cette histoire. Il y a eu plusieurs, en fait, il y a eu plusieurs déclencheurs par rapport aux rituels, mais les rituels, les premiers souvenirs d'enfance que j'ai ou premiers souvenirs de rituels que j'ai, c'est des souvenirs d'enfance. C'est les moments où j'étais enfant, j'étais pas bien dans mes pompes, j'étais pas heureux, j'étais en conflit intérieur, etc. Et je pouvais pas trouver dans ce monde matérialiste ou temporel des réponses ou des aides ou des soutiens. Et donc j'avais besoin de m'ouvrir à quelque chose de simplement de plus grand. Je n'étais pas particulièrement spirituel ou pas une tradition religieuse particulière, mais j'avais besoin de m'ouvrir à plus grand. Ce qu'on peut appeler le grand tout, le Dieu, peu importe, mais j'avais envie de m'ouvrir à plus grand. Et je me souviens d'un jour où j'avais pris une pierre et sur cette pierre, j'avais marqué toutes les mots qui me faisaient du mal, la colère, la haine, la jalousie, le conflit, tous les mots-là. Et j'avais enterrer cette pierre dans la terre en demandant à ce que la terre vienne me soutenir, vienne m'apporter sa lumière, vienne m'apporter sa confiance, Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai senti comme un mieux-être, comme un soulagement. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est possible de demander à plus grand, tu vois. Quand on a besoin de quelque chose, on peut toujours demander à ses parents, à ses frères et sœurs, à des copains, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Mais la notion de se dire, on peut demander à plus grand, c'est l'ouverture à la dimension sacrée, c'est l'ouverture à la dimension spirituelle. Et là, ça a commencé. Et petit à petit, j'ai développé ça presque naturellement, pas tout le temps. Il y a des moments où ça s'est perdu et des moments où ça s'est retrouvé. Ça s'est retrouvé notamment quand j'ai eu 24 ans, que j'ai eu un accident de voiture et que c'est là où il y a eu aussi un vrai basculement, où j'ai eu des gros problèmes de santé, en effet, puisque j'ai été obligé d'arrêter de travailler pendant un an. Il y a eu beaucoup de difficultés de santé, et là, je me suis beaucoup appuyé sur les rituels pour ma guérison. Alors, tu expliques et tu décris ces fameux rituels et qui sont extrêmement simples à mettre en application, et tu parles notamment de ce voyage en Inde que tu fais à 35 ans, où là, tu vas rencontrer ce fameux chaman oui. qui va changer aussi ta vie et qui va te demander de faire un rituel. C'est ça, qui demande de faire un rituel, et ce qui est très étonnant, c'est drôle parce que ça fait la connexion justement avec l'enfance, c'est que il me propose de faire un rituel qui ressemble incroyablement à ce rituel d'enfance. C'est-à-dire, il me dit, tu vas prendre une pierre, tu vas écrire tous les mots que tu as besoin d'éliminer, et tu vas offrir ça à la Pachamama. Alors, c'est un peu plus complexe, il me demande, etc. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire s'ouvrir à quelque chose de plus grand, développer sa foi, bien sûr, parce que quand il y a un processus de guérison, que ce soit guérison physique, guérison psychique, guérison énergétique,
on a besoin de s'ouvrir à quelque chose de plus grand et donc de développer notre foi. Et donc il y a ce premier rituel, et ensuite, depuis, c'est tous les jours, quoi. Alors, mais alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que d'abord, s'il y a une base commune de la plupart de ces rituels, c'est d'écrire. Ouais. Beaucoup. Prendre une page blanche, écrire, et après il y a d'autres processus qui se mettent en place. Et je me suis posé une question, alors stupide sans doute, mais je la pose. Ouais. Est-ce qu'il est préférable d'écrire manuellement ou est-ce qu'on peut écrire avec l'ordinateur? L'écriture, c'est pas que les mots, l'écriture, c'est l'énergie. Et l'énergie, ça passe par la main. Donc, dès lors qu'on passe par une tablette ou un ordinateur ou un truc, on coupe cette énergie parce qu'on a un intermédiaire mécanique qui n'a plus lieu d'être. Donc, dès lors qu'il y a les rituels, vraiment privilégier l'écriture à la main. Bon. Les rituels, c'est l'objet donc du 19e livre d'Arnaud Rioux qui est ici, dans la collection Animae, qui existe depuis la nuit des temps. La collection Animae, non, c'est une belle et jeune maison d'édition chez le Duc. Les rituels. Mais les rituels, évidemment. Oui, ça existe depuis la nuit des temps. Ce serait difficile de dater les premiers rituels, mais on sait qu'il y a déjà 80 000 ans, au niveau du néolithique, déjà, on a retrouvé des traces des premiers rituels qui étaient très probablement des rituels funéraires. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on voit que le rituel, il est indispensable. On peut pas imaginer perdre un proche, perdre un parent et se dire, allez, on va le mettre dans la poubelle et c'est fini, quoi. On va faire quelque chose, s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et donc, les premières civilisations, les civilisations premières, ont vraiment fait les premiers rituels qui étaient des rituels funéraires. On a retrouvé, il y a 80 000 ans, en Turquie, en Grèce, des tombes dans lesquelles on mettait des sépultures plutôt, dans lesquelles on a retrouvé du pollen de différentes fleurs. Donc on sait qu'ils mettaient des fleurs, on sait qu'ils rajoutaient soit une arme, soit un talisman, soit des objets un peu mystérieux. Mais donc c'était les premiers rituels. Et tu dis aussi qu'il ne faut pas confondre rite, rituel et habitude. Oui, parce que... Comment est-ce qu'on classifie ça? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance, des fois, comme on mélange un petit peu, allez, je vais méditer un peu sans que ça soit de la méditation, et on va appeler quelque chose rituel qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'on a, je sais pas, j'achète une maison et puis je vais m'installer dans cette maison, donc je vais faire un rituel pour m'installer dans cette maison. C'est un vrai rituel avec un protocole, un début, une fin, et puis je vais aller faire pisser le chien et c'est mon rituel morning. Ça n'a rien à voir, hein, où je me passe un coup de pinceau de mascara et c'est mon rituel beauté. Non, c'est pas un rituel beauté, c'est une habitude. Ça peut être une bonne habitude, une habitude qui fait du bien, une habitude qui me détend, une habitude qui est bienvenue, et c'est bien les habitudes aussi. Et est-ce qu'une habitude en conscience est un rituel? Est-ce qu'une habitude en conscience, déjà, ça devient un peu plus un rituel. Mais pour que ce soit un rituel, il y a besoin de quelques fondamentaux. Un, il doit avoir une intention autre que celle de, voilà, si j'allume une bougie, en soi, c'est pas un rituel. Si maintenant je veux faire une offrande à mes ancêtres et que j'allume une bougie, ça devient un rituel. C'est-à-dire que j'ai associé une intention à un geste quotidien. Et les gestes quotidiens du rituel, j'allume une bougie, j'écris quelque chose, je purifie un endroit. S'il n'y a pas d'intention, c'est pas un rituel. Donc il y a une intention qui n'est pas visible et directement liée à ça. C'est ce qui rend les rituels tellement mystérieux, tellement intrigants, parce que si on n'en connaît pas l'intention, on a besoin de savoir. Si j'allume une bougie, ok, ça va. Si je bois ma tisane, on va se dire ok. Mais si d'un seul coup, hop, je fais ça, on va se dire qu'est-ce qu'il vient de faire, hein, parce qu'on connaît pas mon intention. Donc on a besoin de connaître l'intention d'un rituel pour savoir à quoi elle correspond. T'en fais toujours autant? Moi, je peux pas passer une journée sans en faire, mais je me rends compte que c'est même, il y a un moment donné, c'est pour ça que je parle plus d'attitude de rituel, parce que les rituels, il y a les rituels vraiment formels qui sont importants, mais il y a tous les rituels qui sont au quotidien, qui peuvent être très simples, qui peuvent durer 15 secondes, mais qui nous permettent d'être plus ancrés, de développer notre protection, et donc c'est tous les jours. Je m'en rends même plus compte maintenant parce que c'est vraiment intégré au quotidien. C'est faire le lien entre le monde visible et le monde invisible, entre le monde temporel et le monde éternel, entre le monde matériel et spirituel, et justement créer des liens entre ça, réaliser que c'est pas deux mondes séparés, c'est juste deux dimensions séparées. Mais on peut tout à fait, même boire, quand je bois un verre d'eau, par exemple, souvent je pose une intention. Je demande à ce que cette eau purifie mon corps de toutes les pensées négatives que je peux avoir. Hop, ça devient un rituel.
hein, où je demande à ce que cette eau dynamise mes mémoires anciennes. Et ça devient un rituel. Toujours, j'ai bu de l'eau, mais c'est pas la même intention. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu dis que, à force, puisque c'est devenu chez toi dans ta vie, en tout cas des automatismes, non seulement ça t'a changé totalement la vie, mais en plus de ça, ta santé a considérablement changé. Tu te sens mieux aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ah, c'est clair et net, puisque je suis pas parti, enfin, j'ai vraiment eu des problèmes de santé quand j'avais 30 ans. À l'époque, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, ça n'aidait pas. Je buvais 1 demi-litre de whisky par jour, ça n'aidait pas non plus. Je mangeais essentiellement des boîtes de conserve, ça n'aidait pas. Mais surtout, j'avais une très mauvaise santé et je faisais pas le lien entre ma santé et l'environnement. Donc je vivais de façon très très compartimentée et je suis vraiment tombé malade. J'ai eu un premier ulcère et j'ai eu un deuxième ulcère où je crachais du sang vraiment tous les jours. Et j'ai vraiment à ce moment-là eu une prise de conscience que ce n'était pas par la médecine conventionnelle que j'allais trouver une réponse, parce que j'avais en permanence mon sac à médicaments, je prenais des cachets toute la journée, parce que j'avais des maux à l'estomac, ça me donnait mal, etc. Donc j'avais mal à la tête, donc je dormais pas, donc en permanence je prenais des cachets. Et il y a un moment donné où je me suis dit ok, tout est lié, et ça a été le début d'une guérison qui a été spirituelle, c'est-à-dire que ça a été la rencontre avec des médecines chamaniques, des médecines. Alors je suis toujours très très prudent dès que je parle de médecine, oui. et je ne parle que de mon expérience. Bien je suis sûr. pas en train de dire et sans jamais se substituer à un avis médical. Sans jamais se substituer à un avis médical. Ouais, je me plais toujours à dire ça. Ouais. Mais en tout cas, ce que j'ai senti à ce moment-là, c'est que la maladie de mon corps était avant tout une maladie de mon être profond, que c'était une maladie de et que j'avais besoin de retrouver mon essence. Et voilà, il y a eu toute une guérison quand j'avais 35 ans. Et c'est vrai que je me plais à dire, alléluia, mais ça fait 30 ans que j'ai pas vu un médecin et que j'ai pas pris un cachet, quoi. Que tu vis dans une belle maison, dans les vrai, bois, et que tu es très très bien. Il y a beaucoup de bonnes raisons. Ben oui, évidemment, ce joli moulin dont on parlera un petit peu après. Alors, figure-toi que ce matin, après le petit déjeuner, j'ouvre mon téléphone portable et je reçois des notifications, notamment de l'Académie de l'Acte. Okay. Voilà. Et je vois la procédure pour mettre en place des rituels. Okay. Donc, tu as envoyé régulièrement, tu envoies maintenant, au travers évidemment de la sortie de ton dernier ouvrage, des rituels à mettre en place. Je commence, J'ai reçu ce matin et le titre c'est un rituel pour vous soutenir face au fameux chaos dont on parle, à faire en famille ou seul. Je l'ai reçu là. Et tu parles du yoga du rire. C'est ça. Qui est là aussi, c'est un vrai rituel. Encore une fois, c'est l'association d'un geste et d'une intention. Et donc oui, je m'appuie sur le yoga du rire, qui peut devenir un vrai rituel à partir du moment où on va dans cette période qui est vraiment chaotique, pour pas dire complètement bordélique, où on a besoin de développer notre stabilité, et notre stabilité, elle ne naîtra pas de l'extérieur. Ça, c'est une certitude. Ni notre stabilité, ni notre sentiment de sécurité, ni notre sentiment de respect, ni notre espoir, ni notre confiance, ça ne naît pas de l'extérieur. Et donc, quand on a compris ça, on va nourrir vraiment de l'intérieur une posture, une attitude qui nous permet de rester serein, quelles que soient les circonstances extérieures. Donc ça veut dire ne rien attendre de l'extérieur. Ça veut dire, alors ne rien attendre. Oui, on a des attentes, mais ces attentes ne sont pas chargées émotionnellement. C'est-à-dire qu'il y a une attente, bien sûr, on a des attentes, on a des espoirs, et tant mieux, on pourrait pas vivre sans, mais on va faire en sorte de ne pas les charger autant émotionnellement. Si on n'a pas d'attente, on n'a pas de direction. C'est un peu comme un navire qui sait pas où il va, qui a pas de voile. Nous, on a une voile et on va mettre un gouvernail pour aller plus vers l'est. Et quand on part vers l'est, on peut avoir un vent contraire. On peut avoir un vent qui nous souffle. Et donc, on va réajuster et on arrivera le plus près possible de notre cible. Mais il n'y a pas cette attente émotionnelle de se dire « Ah, j'ai pas eu ça, j'ai pas, etc. » Et donc, on est beaucoup plus libre. Moins on a d'attentes, plus on est libre. Ce qui nous emprisonne, c'est toujours les attentes qu'on a et les tensions qu'on met derrière ça. Tu n'en as pas ? Des attentes, si, j'ai des attentes, mais de moins en moins chargées d'émotions, parce qu'en fait, j'aime cette phrase qui dit « Dieu se rit de nos plans ». Et donc, en permanence, moi, je prends des directions, j'espère faire ça, mais je me rends compte de plus en plus que la vie me réserve de meilleures surprises que ce que je peux imaginer moi-même. Donc, moi, je continue à imaginer des choses, mais comme je reçois plus de la vie quand je calcule pas,
Bah, je calcule juste pour prendre une direction, je prends l'autoroute et puis je vais vers là, mais c'est autre chose qui se passe. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, et on va revenir au rituel dans une seconde, j'ouvre une parenthèse, abonnez-vous à toutes les newsletters d'Arnaud, vous allez sur son site, l'Académie de l'Acte, entre autres, bien entendu, et vous recevrez ces petits rituels ce sont des petites piqûres de rappel qui sont intéressantes et qui permettent aux gens de voir autre chose. Quand on parle, juste une parenthèse sur ce fameux chaos, et c'est vrai qu'on vit dans une société extrêmement anxiogène, et très particulière, avec tout ce qui se passe. On a le sentiment que quelqu'un qui a cette notion spirituelle, ces notions spirituelles que tu as, qui t'habitent complètement aujourd'hui, on a l'impression que tu es hors du temps parfois, et je me dis, comment vit une personne comme toi, enseignant spirituel, face à ce chaos ambiant quotidien? Comment tu arrives à ne pas être déconnecté de tout ce qui t'habite? Ouais, des fois on peut dire ça, celui qui médite dans une grotte, il est coupé de la réalité. Parce qu'on considère que la réalité, c'est le cinéma qu'on nous montre partout ailleurs. La réalité, c'est ce qui va dépasser justement nos petites personnes, nos petites projections pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Donc, moi, bien sûr, je suis fait partie de ce monde. Mais je vois, comment dire, je me mets pas d'énergie là où je n'ai pas de prise. Donc, ça sert à rien que je me révolte contre telle ou telle chose si je n'ai pas de prise. Ce n'est que de l'énergie perdue. À quel sens ça a aujourd'hui de se lamenter pour telle chose alors qu'on n'a aucune prise? Certains vont te dire, tu subis alors. Non, justement, je subis pas. Je subis pas. J'agis là où je peux agir. D'accord. Je me pose la question à chaque fois. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, alors je le fais. Des fois, c'est une petite chose. Alors je le fais. Là, je peux rien faire. Alors je laisse faire. Mais je me pose cette question-là quotidiennement. C'est ce qui fait que je ne me révolte plus contre. J'œuvre pour. Voilà, je prends un exemple très concret. Je suis quelqu'un de très sensible, par exemple, à l'écologie, au bien-être animal. Ça, c'est une cause pour moi, en tant que chaman. Le monde végétal, le monde humain, le monde minéral, le monde animal, ce sont des mondes qui se côtoient. Donc, quand il y en a un qui est affecté, c'est tout notre être qui est affecté. Donc, bien sûr, je suis très attentif à ça. Donc, je fais ce que je peux faire, pas grand-chose, mais j'ai créé une fondation, on œuvre pour planter des arbres en Amazonie, pour aller... voilà, on fait des choses par rapport à ça. Mais je sais aussi qu'il y a des milliards d'arbres qui sont coupés ailleurs pour lesquels je ne peux rien faire. Donc, je ne vais pas me révolter pour ça. Ça ne ferait que baisser mon énergie, me sentir encore plus impuissant. Et quand on est impuissant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on suit la masse des soumis, justement, ceux qui se sentent soumis et qui se sentent impuissants. Et pour moi, je crois que quand on commence à se sentir impuissant et coupé du reste du monde, là, à ce moment-là, c'est là que notre morale va baisser, que notre confiance va baisser, que notre estime de nous va baisser. Alors qu'on n'est jamais impuissant. Il y a des choses qu'on peut faire au quotidien pour rendre le monde meilleur. Mais des fois, c'est des petites choses. C'est les petites choses quotidiennes. Aider une personne à traverser, c'est une petite chose. Céder sa place dans le train, c'est une petite chose. S'occuper de son jardin, c'est des petites choses. Et il y a tellement de choses qu'on peut faire dès lors que notre intention est claire. Et on a besoin de revenir à notre intention. Et c'est comme ça qu'on va apprécier la vie au quotidien, parce que la vie est quand même plus agréable quand on l'apprécie au quotidien. Est-ce que et pour refermer encore cette parenthèse, est-ce que face aux décisions du monde actuel dans lequel on vit, face au pouvoir politique, face au déchirement qu'il peut y avoir, et parfois à une classe politique qui est quand même assez affligeante d'un bout à l'autre, est-ce que comment tu vis ça, toi? Bien sûr qu'il y a pour moi, je suis obligé tu sais, mon animal totem, c'est l'aigle, et donc je suis amené à prendre de la hauteur beaucoup sur ces situations-là. Et quand je regarde ce monde politique avec des déchirements, avec des jeux de pouvoir, je revois Shakespeare, je revois toutes ces manigances. C'est du théâtre, hein. C'est du théâtre, bien sûr. Avec tellement d'intérêts personnels, avec que ce soit ce qu'on appelle à droite ou à gauche, mais il y a tellement d'intérêts personnels, tellement d'égos qui sont pas apaisés, tellement d'envie de pouvoir individuel, et si peu de prendre soin, que je regarde ces êtres s'entre-déchirer. Alors bien sûr, sur un plan, ils vont décider des lois qui vont être plus ou moins, et certaines lois peuvent être douloureuses pour beaucoup d'entre nous, peuvent être etc. Donc il peut y avoir bien sûr des privations de liberté, il peut y avoir beaucoup de choses. Enfin, je regarde pas ça en me disant l'un ou l'autre c'est pareil, non. Mais
plus on prend de la hauteur, plus on voit des gens s'agiter pour essayer d'avoir le pouvoir. Mais quand on revient à nous, notre pouvoir, on a deux types. Le pouvoir, il est avant tout intérieur. La sensation d'être souverain, c'est intérieur. Et on peut se sentir libre en dictature et on peut se sentir prisonnier en démocratie. Parce que le pouvoir, c'est un sentiment. C'est pas quelque chose d'extérieur. C'est comme le respect. C'est comme la liberté. On peut toujours me dire, il me respecte pas. Si moi je me respecte, on peut pas avoir cet irrespect pour moi. Si moi je me sens libre intérieurement, on peut pas m'emprisonner, quand bien même on m'attache les poignets, intérieurement je me sens libre. Et le pouvoir, c'est ça qui se passe. Il y a cette envie de prise de pouvoir, mais plus on devient souverain, plus on est souverain dans notre propre royaume et dans nos propres actions, moins le pouvoir a de prise sur nous. Hein, je pense à mes amis tibétains, puisque je suis très proche d'eux, qui représentent une tête d'épingle sur le monde par rapport à la Chine, qui cherche absolument à prendre le pouvoir et qui n'arrivent pas. Bien sûr, ils ont pris les terres tibétaines, bien sûr, mais l'essence de l'esprit tibétain, du bouddhisme, etc., continue de fleurir partout dans le monde. Donc le pouvoir est quelque chose de très intérieur, et plus on est conscient de son pouvoir, moins d'autres peuvent prendre le pouvoir sur nous. Que tu es conscient de ton pouvoir. De plus en plus. Et du pouvoir que tu as sur les autres. Oui, de plus en plus. Et plus on prend conscience du pouvoir qu'on a sur soi et sur les autres, plus on va se rendre compte que c'est surtout important d'avoir du pouvoir sur soi. Parce que le pouvoir sur les autres, quelque part, c'est facile. Dans toutes les entreprises, on voit ça. Les managers, les managers petits dictateurs, les petits chefs, etc. Pourquoi ils sont aussi durs avec ça? C'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir sur leur propre vie. S'ils sont vraiment heureux, épanouis d'être managers, ils vont embarquer l'équipe avec eux. Mais s'ils sont pas vraiment épanouis, plutôt comme ils n'arrivent pas à trouver le pouvoir sur eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver le pouvoir sur les autres. Ils vont serrer, en serrant les collaborateurs. Et c'est la même chose pour les hommes politiques. C'est toute la différence entre la dimension politique, par exemple, et la dimension spirituelle. Quand on est épanoui dans une dimension spirituelle, à ce moment-là, on n'a que faire que l'autre soit ici ou soit là. C'est complètement OK pour nous. La dimension politique, on est focalisé sur un pouvoir, le pouvoir du Sénat ou le pouvoir de la République ou le pouvoir de l'Assemblée nationale. Et on vise uniquement ça. Donc chacun court après le même pouvoir sans trouver quelque chose à l'intérieur. Le véritable homme de pouvoir politique, tel que j'aimerais le voir, c'est un candidat qui se présenterait, et là je parle aussi bien à droite qu'à gauche, en disant voilà, si puisqu'on va choisir, on va choisir indirectement un premier ministre, c'est celui qui se dit mais si vous avez envie que ce soit moi, vous me dites, et puis c'est OK. Si vous n'avez pas envie, c'est un autre, c'est OK. Je suis libre, justement parce que je cherche pas à l'agripper. Mais celui qui veut absolument avoir ce poste de premier ministre, obligatoirement le poste va lui échapper. Il veut tellement, tu sais, j'aimerais juste, par rapport au pouvoir, reprendre cette image de cette personne qui tient comme ça, et qui va voir son maître en disant, j'arrive pas à lâcher. Et le maître lui dit, tu vas prendre l'objet le plus précieux. Tu le mets dans ta main. Tu mets ta main au-dessus du puits, tu ouvres ta main, et tu reviens me voir. Et la personne se dit, OK, alors je prends l'objet le plus précieux, je le mets dans ma main, je mets ma main au-dessus du puits, j'ouvre ma main, ça y est, il lâche, et puis il retourne voir le maître en disant, ça y est, j'ai lâché. Le maître dit, super, il est où l'objet? Il est dans le fond du puits. Ah oui, t'as rien compris alors. J'ai dit, tu prends l'objet le plus précieux, tu le mets dans ta main, tu mets ta main au-dessus de la margelle du puits, et tu ouvres la main. Et si tu ouvres la main, il n'y a aucune raison que l'objet disparaisse. Celui qui se dit non pas, je veux être Premier ministre, mais si vous voulez que je sois Premier ministre, voilà mon 06, vous savez où me trouver, il a plus de chance. Toute la vie est comme ça. Regarde comment ça se passe en amour. Celui qui se dit je te veux, au bout d'un moment, il nous étouffe. Hein, celui qui se dit écoute, je suis là encore 15 jours, après je m'en vais. Mais si tu veux venir, tu es bienvenu. Là, à ce moment-là, parce qu'il a le pouvoir sur lui, celui-là. Donc on va aller vers lui à un moment donné, puisqu'il est souverain. Et comme il est souverain, il nous réveille à notre propre souveraineté. Celui-là, il n'est pas souverain et il veut nous attraper au passage. Mais j'encourage les futurs ministres, si par hasard, faites cette expérience-là. Voilà. Comme l'ont fait tant d'êtres spirituels. Tous les êtres spirituels que j'ai connus, qui sont des êtres qui dirigent des monastères, qui dirigent, je pense à mes amis tibétains, à mes amis lamas,
j'en ai jamais vu un dire « je veux absolument ça ». Ils se disent « bah effectivement, si vous êtes nombreux à vouloir que je prenne la tête de ce monastère, alors si c'est mon karma, je l'accepterai ». J'ai reçu au Moulin de Beaupré un très grand lama tibétain qui est venu enseigner ce week-end. On a eu des échanges exceptionnels quand il a été reconnu Tulku par sa sainteté le Dalai Lama, quand on lui a demandé de diriger un monastère, quand on lui demande de diriger une fondation. Il dit si c'est ce que vous attendez de moi, je le fais. Mais jamais, jamais, jamais j'ai voulu prendre sa place. Et ce qui est incroyable, c'est de voir la dévotion qu'il inspire parce qu'il ne veut rien tenir. Et lui, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait vœu de pauvreté. Donc c'est un moine, rien ne lui appartient, et comme rien ne lui appartient, il a son empire intérieur qui déborde tellement plus que les petits calculs. C'est magnifique. Refermons cette parenthèse avec les propos d'Arnaud, que vous réécouterez, j'en suis convaincu. On pourrait éventuellement suggérer à certaines instances politiques d'aller faire un petit tour à l'Académie de l'Acte, qui se détend un peu. Pour qu'ils se détendent. Pour qu'ils se détendent un peu. En même temps, moi, je n'aime pas séparer le pouvoir temporel du pouvoir. Tu sais, quand ce président au Brésil a été élu et que je posais la question à mes amis chamans en se disant « comment c'est votre réaction ?» Il me disait « quelqu'un qui a un ego aussi puissant et qui a aussi peu de sensibilité, c'est terrible pour l'Amazonie. » Et je crois que ce qui manque à nos dirigeants politiques, c'est pas les têtes. Les têtes, elles savent bien calculer, elles savent bien compter. C'est surtout des cœurs qui savent ressentir, être touchés. Aujourd'hui, c'est une évidence qu'il y a, par exemple, une distorsion énorme entre le quotidien de tous ces gens qui vivent avec un SMIC. Je sais pas comment on peut faire pour vivre avec un SMIC en région parisienne. C'est vraiment difficile. Ça demande de se priver, de regarder chaque étiquette, chaque truc. Il y a une déconnexion, c'est certain. Et c'est une déconnexion du cœur. Je crois que quand on est vraiment plus dans cette sensation d'écoute, il y a une envie de partage. On réalise, tu sais, je pense à ça. C'est pour ça que je dis il n'y a pas de différence pour moi entre il devrait ne pas y avoir de différence entre le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Quand on prend refuge ou quand on fait une pratique pour les Tibétains et qu'on va demander, par exemple, à une déité de nous donner tel pouvoir, c'est jamais pour soi. C'est toujours pour la totalité. C'est un petit peu comme si je disais, on va se retrouver, on va aller manger au restaurant peut-être ce midi avec 7-8 personnes, allons-y. Et si je disais, c'est ce que j'espère que je vais avoir dans mon assiette, j'espère que je vais avoir dans mon assiette, j'espère que je vais avoir dans mon assiette. Et puis qu'on va au restaurant et que je suis le seul à avoir dans mon assiette. Et vous êtes tous me regarder manger comme ça. Je vais être bien? Non, je vais pas être bien. Non, je vais faire ma prière en disant, j'espère qu'on va tous avoir dans notre assiette. J'espère qu'on va tous avoir dans notre assiette. Et là, on va se retrouver dans l'abondance. Et pour moi, toutes les prières, qu'elles soient spirituelles ou politiques, c'est la même chose. C'est toujours, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ensemble? Parce que tant que le foie est malade, la rate ne pourra pas aller bien. Tant que l'estomac est fragile, les intestins fonctionneront pas. Et on est ensemble les organes d'un même corps. Rendez-vous le 8 juillet. Si tant est que les choses changent. Merci pour ces mots, en tout cas, vraiment, pour cette sagesse. Juste, on referme donc cette parenthèse et on va revenir sur les rituels. Ouais. Est-ce que tu te sens être un homme épanoui aujourd'hui? Oui, épanoui, oui. Oui. épanoui, oui. Épanoui, oui. Je me sens épanoui. Je me sens bien dans ma vie, bien dans ce monde. Épanoui, ça veut pas dire je suis toujours de bonne humeur, je suis toujours heureux, joyeux. J'ai des moments de tristesse, j'ai des moments de colère, j'ai des moments de découragement, des moments où je me lève, je me dis oh là 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 là. On va ramer un peu, mais je considère pas l'épanouissement, pas plus que le bonheur, comme un état béat de regarder le monde en se disant ah c'est beau, hein, se prendre des trucs sur la tête, mais c'est pas grave, c'est beau. Je suis pas comme ça. C'est pas l'épanouissement, c'est pas la niaiserie de se dire voilà, non, on vit des choses difficiles, mais ça fait partie quoi. Quand on va faire une randonnée, hein, si on passe, on va faire je sais pas le GR20 et qu'on part. Eh ben, on va avoir des temps magnifiques, puis on va avoir des moments à porter le sac, on va se dire, mais pourquoi je me suis engagé là-dedans? Et puis après, on va d'un seul coup, lever du soleil, on va se dire, waouh, ça y est, je sais pourquoi je me suis engagé là-dedans, c'est magnifique. Et là, on a les yeux qui brillent, on se dit, c'est super, allez, on repart. Puis au bout de 3 heures, on se dit, putain, j'aurais pas dû faire tout le total, j'aurais dû faire ça, et puis je trouve pas d'eau, et puis je trouve pas, et puis d'un seul coup, on trouve de l'eau, et c'est magnifique.
Et c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que la vie, de toute façon, c'est comme ça. Mais ça, c'est la vie extérieure. Et il existe un espace intérieur qui peut, lui, être beaucoup plus rayonnant, quelles que soient les circonstances extérieures. Et c'est une certitude que cet espace existe. Et pour qu'il se multiplie et se développe, on a besoin de donner moins de pouvoir aux aléas extérieurs, qui de toute façon, on a la pluie et le soleil, on a la pluie et le soleil. Moi, je dis même plus, c'est du beau temps et c'est du mauvais temps. Pourquoi? Si on avait que du soleil, moi je vais dans le désert marocain, quand il y a du soleil, le beau temps, c'est quand il pleut pour eux. Parce que là, ils ont un peu de pluie, et heureusement, sinon ils meurent. Donc quand il pleut, c'est du beau temps. Nous, quand on a un jour de pluie, on se dit c'est du mauvais temps. Donc c'est qu'une vue de l'esprit. Et développer cet état intérieur de se dire, là, je danse sous la pluie, là, je danse sous le soleil, et voilà, là, le sac est plus lourd maintenant, je suis plus fatigué, j'ai des crampes au mollet, j'ai le corps qui suit moins, et ça fait partie du chemin. Et les rituels permettent d'accéder à cet espace intérieur dont tu parles? Les rituels permettent de faire le lien, justement, avec le monde invisible, le monde éternel, le monde... Donc c'est pour ça que les rituels sont tellement importants, parce que en permanence, on s'ouvre sur une dimension qui nous échappe. Donc, on n'est plus seulement au service de notre petit ego, on s'ouvre à quelque chose de tellement plus grand. On a fait un petit sondage sur Instagram pour demander les rituels, en tout cas les thématiques que vous aimeriez ritualiser, dans l'ordre, et on a fait un trio. En tout cas, les 3 premiers qui ressortent, à ton avis? Oui. L'amour, l'argent, oui. J'allais dire le sexe. Non, pas forcément. Non, et la maison. Non, la santé. La santé, bien sûr. Alors, dans l'ordre, en 3, abondance. En 2, l'amour. Et en 1, la santé. La santé. Ouais. Donc, ça t'étonne? Non, c'est plutôt bon signe, puisque si la santé est pas là, c'est difficile de voir le reste. Quelqu'un qui a vraiment mal, par exemple, qui a une douleur à l'estomac, mais qui est lancinante, qui est truc. On a beau lui dire, tu pourrais méditer, pour l'instant, il veut juste un truc pour plus avoir mal à l'estomac. Et donc, tant qu'on a une douleur aiguë, chronique, ou qu'on a une préoccupation, parce qu'on a vu le chirurgien ou l'oncologue qui nous dit, écoute, peut-être qu'il va falloir enlever ça. Et là, d'un seul coup, on est inquiet. Donc la question de savoir comment est-ce qu'on peut aider les telles populations ou telle cause écologique ou autre, on s'en fout un peu. On se dit surtout comment je peux faire pour avoir moins mal. Donc c'est vraiment les Tibétains, je suis très connecté à eux en ce moment, et parlent toujours de notre précieux corps humain. Parce que moi tous les matins, c'est vraiment un rituel que je fais. Tous les matins, la première chose, c'est je peux ouvrir les yeux. Parce qu'il y a un jour où mon âme, d'un seul coup, se dira, tiens, ça marche plus. Ah mince, le corps s'est arrêté cette nuit. Ça y est, je vais plus pouvoir me lever, je vais plus pouvoir aller à baisser tôle, que je vais plus pouvoir prendre mes amis dans les bras. Le corps est fini. Le cœur s'est arrêté durant la nuit. Ça arrivera à chacun d'entre nous, c'est une certitude. Donc quand on se dit ça, déjà, à chaque fois qu'on va ouvrir les yeux, on va se dire, c'est le premier miracle de la journée. Et ensuite, on va se dire, tiens, j'arrive à me lever tout seul. C'est un deuxième miracle. Il y a tellement de personnes qui sont à l'hôpital en ce moment et qui ont besoin d'appuyer sur une sonnette pour qu'on vienne les changer et les mettre sur un fauteuil. Donc j'arrive à me lever. Et puis ensuite, j'arrive à aller jusqu'à la douche. Et quand j'ouvre le robinet, dis donc, ça coule tout seul. Et c'est chaud. Et c'est chaud. Ou froid, en fonction de... Et il y a peut-être un tiers de la population seulement mondiale qui a accès à l'eau potable. Je suis pas sûr de ça, mais c'est au moins ça. Donc déjà, c'est encore un miracle. Et puis, allez, il y a combien de populations qui doivent prendre des bidons pour aller marcher des heures, etc. Allez, je vais ouvrir mon frigidaire qui maintient au froid et là, déjà, je fais partie des 17%. Si j'arrive déjà à ça, je fais partie des 17% d'humains les plus privilégiés. Donc, déjà, je suis dans la gratitude. Prendre conscience de ça. Bien sûr, on a nos problèmes, nos trucs. Mais si j'en suis là, à cette étape de pouvoir ouvrir mon frigidaire et que j'ai au moins de quoi manger, je fais partie des 17% d'humains sur la Terre les plus privilégiés. Et ça, c'est important à se souvenir. Je vais en Inde régulièrement puisqu'on aide des familles, on parraine une centaine de familles en Inde qui vivent avec moins d'$1 par jour. Donc, je sais ce que c'est au quotidien que cette misère qu'on rencontre, où si on va pas travailler ou si on n'a pas ce dollar, on ne mange pas.
Hein, c'est ça qui se passe. Et curieusement, la solidarité existe davantage parce que tout le monde étant conscient des liens d'interdépendance, on va s'aider comme ça. Mais quand on prend conscience de ça, on va nourrir la gratitude. Et plus on nourrit la gratitude, plus on reçoit, plus on nourrit la gratitude. D'où l'expression « nous n'avons que des problèmes de riches ». Quelque part, oui. Même si je sous-estime pas, puisque ces états d'âme, ils sont pas liés aux événements, ils sont liés à la façon dont nous on les vit. Quelqu'un qui a vécu, c'est la façon dont il va le vivre qui fait qu'il se sent rejeté, qu'il se sent pas utile, c'est la façon dont il le vit. C'est ça qu'on a besoin de regarder. Je me souviens, ça me remémore une émission que nous avons enregistrée avec Rahul Bharti. Je sais pas si tu connais cet homme médecine qui est un Indien extraordinaire, qui a un parcours de vie incroyable et qui nous a dit, mais vous savez, nous, dans notre pays, il vit au Népal. Nous n'avons pas le temps pour la dépression. Ouais. Nous nous soucions simplement de savoir à quelle heure on va pouvoir aller récupérer l'eau. Qu'est-ce que je vais manger? C'est ça. Et est-ce que le toit sous lequel je dors va tenir cette nuit? C'est ça. C'est extraordinaire quand même. Non mais et quand il arrive évidemment à Paris, qui s'installe ici sur les canapés et qui voit ton petit problème de, on est aux antipodes de ça. On est aux antipodes. Et pourtant, je suis certain que n'importe lequel d'entre nous qui serait confronté à cette vie-là assez rapidement s'adapterait et d'un seul coup aurait moins. Donc c'est juste les circonstances. Il n'y a pas à jeter la pierre sur lui en se disant, c'est... La puissance des rituels, intégrer le sacré dans votre quotidien, c'est le dernier ouvrage, le 19e du nom, c'est aux éditions Animae avec Arnaud Rioux, évidemment. Alors, on va parler, parce que on va se dire, oh là là, mais c'est très abstrait. Non, c'est très concret. C'est très concret. Il y a même des prières que tu préconises dedans. Je sais pas si d'ailleurs on les appelle des prières. Pas tout à fait, mais si, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière. Si ce n'est que quand on prie, souvent on prie en se disant puissais-je avoir ça demain. Quand on est dans le rituel, c'est ici et maintenant, j'ai déjà ça. C'est pas notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne est déjà là. Mais par exemple, je prends l'exemple de la libération des liens familiaux dont tu parles, où là tu préconises effectivement d'écrire pour se libérer d'une pression familiale ou d'une pression paternelle, par exemple. Là, c'est un rituel, une prière. C'est un rituel et simplement dès lors qu'on écrit, pour moi, c'est très important d'écrire à la première personne et d'écrire au présent. C'est-à-dire, non pas je demande à ce que ces liens soient pacifiés, mais ici et maintenant, là, tout de suite, dans l'instant, le lien est pacifié. Et là, ça devient un rituel. Et j'aimerais quand même dire quelques mots sur la puissance des rituels, parce que c'est pas quelque chose ça existe depuis la nuit des temps, comme on disait tout à l'heure. C'est quelque chose qui est tellement puissant, les rituels, qu'on peut pas imaginer une vie sans rituel. De toute façon, on est des êtres de rituels. Quand on se marie, quand on a un accident, quand il y a un deuil, quand on perd un enfant ou quand on a un enfant, on a besoin de le célébrer. Et c'est ce qui fait que c'est tellement puissant. Ces rituels qui existaient dans toutes les traditions animistes de façon spontanée et libre, petit à petit, il y a des êtres de pouvoir, c'est pas ni négatif ni positif, mais qui se sont appropriés le pouvoir des rituels. Les druides, les bardes, et puis après avec l'Église très forte, les prêtres, les archevêques, etc., ou les lamas, qui fait que petit à petit, ils se sont tellement appropriés les rituels que nous, on a perdu notre sentiment de puissance des rituels. Et on ne sait plus qu'on peut faire un rituel simple. On peut, par exemple, on a chacun la possibilité de donner le baptême. On n'a pas besoin d'être prêtre, ça, mais on va se dire, non, on va pas faire baptiser nos enfants. Mais alors que l'Église elle-même le dit, donc on peut avoir ces rituels. Et qui utilise les rituels aujourd'hui? Ce sont les sociétés religieuses, les églises qui ont des rituels très puissants, qui ont maintenu quand même, un peu moins maintenant, mais qui ont maintenu quand même le monde sous une emprise incroyable. C'est les pouvoirs politiques qui ont énormément de rituels, et c'est les pouvoirs secrets. Les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, tout ça, c'est que des rituels. Et qu'est-ce qui fait que c'est si puissant? C'est que souvent, on en ignore le sens. Donc on n'est pas, nous, initiés. On va se dire, mais ça représente quoi? Pourquoi le compas? Pourquoi il fait ce geste-là? Regarde, ils se rencontrent et ils font ça, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, ils font le même geste tous les deux.
Et on a tellement peur de ça. On voit ça des fois sur Internet. Regarde, il fait ça, et l'autre il fait ça, et le troisième il fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire qu'ils sont ensemble. On a peur, mais ça fascine aussi. Ça fascine. Ça fascine. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la puissance. Donc toutes les sociétés secrètes, que ce soit les Illuminati, le gouvernement mondial, la franc-maçonnerie, peu importe, c'est plein de rituels, donc plein de symboles, plein de sens, plein de sacrés, même les sociétés, interdites, je pense à la mafia, à la Cosa Nostra, c'est plein de rituels. Hein, on va baiser l'alliance du parrain, on va, etc. C'est un rituel d'affiliation, un rituel de trahison, un rituel de... Donc on a besoin de ces rituels, ça donne de la puissance. Et nous, au quotidien, on a aussi les rituels qui sont laïques. C'est-à-dire un rituel pour protéger une maison, un rituel pour se maintenir en bonne santé, un rituel pour favoriser des rencontres favorables. Et c'est quelque chose de laïque et de naturel surtout, de naturel. Est-ce que pour rentrer à l'Académie de l'Acte, il y a un rituel? Est-ce qu'il y a un rituel pour rentrer dans l'Académie de l'Acte? Il y a pas un rituel pour rentrer, mais dès qu'on est rentré, on va faire chacun des rituels. Ouais. Non pas ensemble, mais le rituel simplement de se mettre en cercle, de poser la main sur le cœur, de poser une intention pour que le week-end se passe bien, c'est un rituel. C'est un rituel d'union, un rituel simple. Hein. Alors j'avais vu, il y avait cette forme assez, voilà, c'est ça, l'utilisation pour le pouvoir de la roue de médecine. Ouais. Alors ça, j'aurais que parce que tu l'as mis au moulin. Oui, tu en as fait un comme ça. Oui. Ouais, on va faire un plan là-dessus. Est-ce que tu peux, parce que tout le monde peut le faire à la maison. Ça, tout le monde peut le faire. La roue de médecine. Alors, on est peut-être plus dans une tradition des peuples premiers d'Amérique. Les Lakota, les Navarros, ça utilise cette roue de médecine pour nous rappeler d'une part que la vie est cyclique, c'est un cycle qui va dans le sens aiguille d'une montre, qui va d'est, est, sud, ouest, nord, les 4 directions, et ces 4 directions correspondent à tout. C'est le matin, l'aube, c'est le midi, quand le soleil est à son zénith, c'est le crépuscule, et c'est la nuit. Et c'est les moments de la vie. On est enfant dans la création, on est adulte dans la réalisation, on est parent dans la transmission, et on est grand-parent dans la méditation. On a l'été, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc toute la vie est un cycle. Et quand on prend conscience de ça, on peut le matérialiser. Donc on réalise avec des pierres, il y a toute une organisation à faire, qu'on peut faire dans un jardin, mais qu'on peut même faire dans un appartement, qu'on peut faire pour symboliser ça et pouvoir en fonction méditer pour développer telle qualité. À l'Est, pour développer plus les rituels en lien avec la création, avec la naissance, avec l'innovation, avec le renouveau. Au Sud, par rapport au rayonnement, à la visibilité, à l'abondance, à tout ce qui est la chaleur de l'été. À l'Ouest, pour tout ce qui est la transmission, donc la guérison des liens familiaux, de la généalogie, des vies passées, etc. Et au Nord, par rapport à tout ce qui touche la mort, le silence, la méditation, les mondes intérieurs. Et quand on incarne quelque part ces 4 dimensions de nous-mêmes, là aussi, il y a une paix qui s'établit en nous. Alors vraiment lisez et mettez-le en place à la maison parce que je trouve que c'est très intéressant et je vais le faire moi. Je te prendrai une photo. Avec plaisir. Faut juste que je trouve les pierres. Facile. Et même quand on prend les pierres, un petit mot là-dessus, puisque pour les chamans, c'est les pierres, c'est vivant, c'est des esprits. On va là aussi, c'est un rituel que d'emprunter une pierre à la terre. Sinon, c'est comme si je te prenais, tiens, je prends juste une mèche de cheveux. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me veut, Arnaud, quoi? Si je te dis, écoute, j'ai besoin d'une mèche de cheveux pour un rituel, peut-être tu me le donneras. Pour la terre, c'est pareil. On va prendre une pierre en disant, voilà, j'ai besoin de cette pierre pour faire mon rituel. Et puis, on emprunte à la terre-mère qui est heureuse de faire les rituels. J'avais vu aussi dans l'émission de Frédéric Lopez en Terre Inconnue, il y a donc une personnalité qui se retrouve auprès d'une communauté complètement isolée et qui explique qu'à un moment donné, ils sont obligés d'aller chercher des plantes médicinales. Et lorsqu'ils vont cueillir ces plantes médicinales, ils expliquent à la plante pourquoi est-ce qu'ils font cette démarche, parce que la plante ne pourrait pas comprendre qu'on l'ôte de ses feuilles ou de ses racines. Fascinant, ça. Ce qui est incroyable, c'est toujours dans les interactions entre le monde végétal et le monde humain. C'est-à-dire qu'il y a sur la Terre des plantes dont la vocation
c'est de soigner le cancer de l'estomac, Mm. ou c'est d'apaiser la vue, ou c'est d'enlever les verrues, ou c'est leur ADN. Ça fonctionne pour ça. Et là aussi, il y a 700 plantes qui sont utilisées en Amazonie, qui sont utilisées en Europe, enfin qui sont prises en Amazonie, utilisées en Europe pour soigner nos pathologies. Donc c'est la vocation des plantes. Ça veut dire qu'il y a une interaction, les plantes qui connaissent quelque part nos pathologies pour créer des plantes qui vont avoir les molécules qui vont nous guérir. Exactement. Quand on prend conscience de ça dans un sens, c'est important pour moi de se dire, donc on rend hommage à l'esprit de ça, et donc on remercie la plante. Moi, je peux pas cueillir même une fraise sans avoir cette intention de dire, voilà, bah, merci pour la fraise, et j'ai plaisir à la manger encore plus, même. Il y a un potager au moulin? Ah ouais. Il y a plein de fraises en ce moment, des fraises, des myrtilles, des groseilles, des framboises. Oh. Et puis là, ça va aller avec des jolies salades, des carottes, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Ah, formidable. Donc, t'as la main verte? Ah oui, j'adore. Moi, j'adore. Ouais, ouais. Et on m'explique. J'adore, et puis ça fait partie ça fait partie vraiment, je pourrais pas vivre sans, j'ai besoin de mettre les mains dans la terre, j'ai besoin de m'occuper de mon jardin. J'adore cette période au début du printemps où je sème, je fais les semis et je regarde comment, en mettant une graine de la taille d'une tête d'épingle dans la terre, au bout de 3 semaines, elle mesure 3 centimètres, et puis au bout de 3 semaines en plus, ça y est, elle mesure 10 centimètres, et elle va donner, à ce moment-là, des courgettes ou des potimarrons ou des melons, dont chaque fruit va contenir des centaines de graines qui vont donner chacun des centaines de kilos de... Donc, une tête d'épingle, c'est tout le potager était déjà contenu dans la graine. Et ton rapport à la terre, tu l'expliques aussi au travers de ton premier rituel où tu avais déjà les mains dans la terre. Ouais. Oui, parce que pour moi, quand je dis la terre est vivante, la Pachamama, c'est pas un concept spirituel de dire la Pachamama. Il faut juste mettre un peu les mains dans la terre, et quand on sème des graines et qu'on voit que en semant simplement des graines, la terre naturellement a cette magie de transfert. Mais j'ai exactement le même émerveillement quand je vois une femme enceinte et de se dire mais c'est quand même incroyable. Je me souviens quand la mère de ma fille est tombée enceinte, et je regardais ça, je me disais mais comment c'est possible, comment cette magie de se dire comment les organes se mettent en place, et je regardais sur les images, etc. Je me dis alors 2e semaine, on en est là, 4e semaine, on est là, 9e semaine, ah ça y est, il a déjà fait ça, elle a déjà fait ça, et donc c'était un émerveillement de chaque chose. Et quand je regarde les graines dans mon potager, je vis exactement la même chose. Et je vis la même chose quand je regarde, on a beaucoup de nids au moulin, et je suis là aussi émerveillé. Quand je regarde la ruche et que je vois les œufs, c'est le même émerveillement, c'est l'émerveillement de la vie en fait. Et quand on est en lien avec cet émerveillement de la vie, alors c'est vrai que j'ai la chance d'être dans la nature et d'être très proche de la nature, mais quand on voit cet émerveillement de la vie, on a envie de rendre hommage au sacré, et c'est là que les rituels arrivent. Ils arrivent pour rendre hommage au sacré et à l'esprit, je vais dire animiste, mais c'est encore un mot, mais qui montre que chaque être vivant a un esprit. Quand on a accueilli des ruches au moulin, avant d'accueillir les ruches en bois et les abeilles, j'ai appelé l'esprit ce qu'on appelle le déva des abeilles, j'ai souhaité la bienvenue, j'ai saugé l'espace, j'ai nettoyé énergétiquement, j'ai invité l'esprit des abeilles. Et ce qui est incroyable, c'est quand l'apiculteur a amené le couvain, enfin de la ruche, et là, à ce moment-là, il me dit, c'est incroyable, depuis 20 ans, j'ai jamais vu une ruche aussi calme. Wow. Il me dit, on les a posées depuis 10 minutes, elles sont déjà toutes tranquilles, il n'y a pas de stress. Ah, je dis, peut-être, c'est pas. Formidable. Donc, peut-être il y a un lien. T'as du miel du moulin? Pas cette année, parce qu'on a eu trop de pluie, mais l'année prochaine, on en aura. Ah ouais. Et qu'on peut acheter directement sur ton site? Ouais. Ça sera des petites récoltes. Génial. Petites récoltes, mais ouais, on va. Et ça, c'est pour moi c'est pareil, c'est une réalisation énorme, parce que j'ai une telle admiration. Mais comme le reste, c'est comme le reste, c'est-à-dire que ma finalité, c'est pas seulement d'avoir du miel. Ma finalité, c'est de contribuer à ce que les abeilles contribuent elles-mêmes à l'ensemencement, à la d'ailleurs par rapport etc. Par rapport à l'abondance et à l'argent, et ton rapport à l'argent. D'ailleurs, tu dis que effectivement cette énergie qu'est l'argent est nécessaire, mais tu as besoin de l'investir dans des tas d'autres choses pour aider les associations, pour aider des communautés, pour aider. On me dit souvent ça, parce qu'on me dit, ah oui, mais j'ai des fois cette réputation-là, on se dit, Arnaud Rioux, il aime l'argent. Oui, j'aime l'argent. J'aime l'argent parce que c'est comme ça que je peux aider. Moi, je m'amuse en regardant les images,
ceux qui ont vu d'autres émissions, ils vont se dire tiens, c'est marrant, il avait la même chemise que la dernière fois. Vous allez peut-être vous dire ça. Bah ouais, j'ai pas une garde-robe truc et puis j'ai pas besoin d'avoir une garde-robe. Et puis on s'en fout. Machin, je m'en fous. Ouais. Par contre, oui, j'ai besoin d'argent pour investir. On investit. Là, on parraine 100 familles en Inde. On a planté 10 000 arbres en Amazonie. On vise à la construction d'un monastère dans le nord de l'Inde, voilà, dans Mongolie, dans beaucoup de pays, dans 12 pays, on intervient et donc oui, on a besoin d'argent pour ça et c'est très bien. Les rituels pour avoir confiance en soi, les rituels évidemment pour l'estime de soi, pour son image, pour nos projets, les rituels pour trouver un équilibre quand on parle de santé, évidemment, le rituel au travers de la nature, on l'a évoqué avec les 5 éléments, bien sûr, la vie, l'invisible, l'amour, et puis alors la famille, les enfants. On peut ritualiser avec les enfants. Mais les enfants adorent les rituels, en fait. Parce que c'est des êtres de rituels. Les enfants, si tu leur dis, écoute, on va taper 3 fois dans les mains, et puis on va allumer une bougie. Mais ils adorent ça, les enfants, parce qu'ils sont en lien avec la magie. Ils sont en lien avec le jeu. Ils sont en lien avec l'imaginaire. On dit des fois, un artiste, c'est un enfant qui a survécu. Moi, j'aime bien cette phrase, parce que quand on est coupé du sens du jeu, du sens de... Et là, je fais le lien entre les rituels et l'art. Parce que l'art, c'est une voie d'accès qui crée le lien entre le visible et l'invisible. S'il n'y a pas d'art, c'est terrible un monde sans art, parce que l'art c'est vraiment le pont entre. J'ai été blessé pendant cette période, ce que j'appelle la période de non-sens qui a duré 2 ans, la période de confinement, où on est non essentiel. Alors que pour moi, c'était ça qui était essentiel. C'était dans ce moment-là où on perdait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 4 ans après ça, on se rend compte combien le manque d'art à perturber les relations, parce qu'on a perdu le sens du sacré, on a perdu, les rituels devenaient secondaires, alors que pour moi, c'est dans ces moments où on est en crise, s'il y a un truc que je mets en premier, là, c'est l'art, c'est le beau, c'est le sacré, c'est ça pour moi qui est essentiel. Le reste, on va le mettre de côté, mais ça, c'est essentiel. On va finir à l'Élysée, Arnaud Rieu. Je vous le dis. Donc les enfants, ritualiser avec les enfants. Les enfants, ils aiment naturellement ritualiser, parce que pour eux, le sacré fait partie du quotidien. Donc un enfant qui, par exemple, je sais pas, il est embêté avec ses copains. Ses copains le harcèlent et font des trucs comme ça. Le parent peut toujours se dire, allez, je vais aller voir je vais aller voir tes copains et puis je vais aller voir les copains. Le père, il fait ça avec beaucoup de bonnes intentions. Et donc, il va aller à l'école à 4h30 et il va se dire, attention, le prochain qui touche un cheveu de mon fils, moi, je lui casse la figure. Alors attention, c'est moi qui le protège maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Le père, il sera parti, lui, en se disant, j'ai fait du bien à mon fils. Mais le fils, qu'est-ce qu'il va se dire? J'arrive pas à me protéger tout seul. Je suis une victime, et il va nourrir ça. Donc l'intention du père, qui était de faire du bien, qui est noble, est vécue par l'enfant par je suis nul. Maintenant, le père peut aussi dire, on va faire un rituel ensemble. Et tu vas prendre l'énergie de la terre pour te donner du pouvoir, et tu vas voir que ça marche. Et il va accompagner l'enfant petit à petit à nourrir sa puissance intérieure, à nourrir sa stabilité par tout un tas de rituels qu'il peut inventer pour prendre l'énergie de la terre, pour prendre le rayonnement du soleil, et réapprendre à l'enfant qu'il a des pouvoirs magiques. Et plus l'enfant va y croire, plus il va l'incarner, parce que derrière les rituels, il y a toujours la foi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des guérisons miraculeuses? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans l'abondance et des gens qui n'y sont pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont heureux en amour et d'autres pas? C'est pas la tête qu'ils ont, c'est leur système de croyance. C'est ça qui est au départ de ça. Même si, voilà, c'est ça avant tout c'est le système de croyance qu'on a. Pour certains, c'est évident, c'est facile. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Il y a des gens, spontanément, je sais pas pourquoi, ils sont heureux en couple. Ils se posent pas la question, j'ai rencontré, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie. On se chamaille des fois un peu, mais on est en amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont la croyance que pour eux, le couple, c'est facile. Pas besoin de faire trop de rituels pour le couple. Et il y en a d'autres pour qui le couple c'est compliqué, c'est les conflits, c'est les trucs, c'est pas naturel. Là, il peut y avoir des rituels pour le couple. Il y a des gens par rapport à l'argent, ils ont toujours gagné de l'argent. Moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression de n'avoir jamais eu de problème d'argent. Et pourtant, j'ai vécu dans 16 mètres carrés quand je suis arrivé à Paris, je vivais dans rien du tout, et je sais ce que c'est que de ne gagner très peu. J'avais 18 ans, je disais des poèmes avec mon chapeau et pour avoir quelques pièces. Je sais ce que c'est que d'avoir très peu d'argent. Pour autant, j'ai jamais eu l'impression que j'allais manquer parce que j'avais une foi universelle sur le fait que ça tournait, c'était une énergie. Tellement puissant, ça. Donc,
pour moi, c'était pas un sujet. Je me disais toujours, oh, j'arriverai toujours à faire quelque chose. C'est pas une inquiétude. La santé, c'est pareil. J'ai la croyance, moi, que je peux rester en bonne santé jusqu'à mon dernier jour. C'est une croyance. C'est pas, j'ai un corps physique comme chacun. Je sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, je nourris cette croyance quotidiennement. Il y a d'autres choses qui sont plus complexes parce que j'ai des croyances limitantes sur d'autres choses. Donc, je fais des rituels pour, par exemple, là, en ce moment, l'Académie de l'Acte se développe beaucoup, c'est une structure importante, et moi, je me faisais croire que j'étais pas bâtisseur, parce que je suis plus nomade, artiste, solitaire. Et là, je suis vraiment en train de bâtir. Donc, je fais des rituels pour renforcer l'esprit d'équipe, pour renforcer la cohésion, pour renforcer l'esprit du bâtisseur. Et plus je le fais, plus ça fonctionne. Et d'ailleurs, lorsque tu décides de faire des grandes salles pour réunir 2500 personnes, tu fais un rituel. Typiquement, quand on a fait le Grand Rex, 2500 personnes. Et tu vois, je crois que tu n'étais pas loin de cet événement ce jour-là, mais donc tu as suivi toute l'évolution de ça. On a mis en place Etugen au Grand Rex, ça a été un événement magnifique, mais la veille de l'événement, techniquement, c'était compliqué parce que quand on fait quelque chose en 2500 avec des intervenants qui viennent du monde entier et qui arrivent en avec très peu de temps de répétition, etc. Et je me sentais la veille pas prêt. Je me suis dit, oh là, on court à la catastrophe, on va pas être prêt techniquement. Il y a trop de choses, il y a ça qui est pas arrivé, ça va être le merdier. Qu'est-ce que j'ai fait? Le soir, j'ai laissé passer. Le matin, je me suis levé à 5 heures en disant, je vais faire un rituel. Je vais faire un rituel pour protéger le lieu. Je vais faire un rituel pour amener les esprits de la création dans ce lieu. Et ce qui est incroyable, c'est que dès le départ, je suis arrivé le premier au Grand Rex et tout de suite, je suis allé dans la loge et j'ai refait un rituel à ce moment-là. J'ai brûlé la sauge, j'ai fait un rituel de protection, j'ai invité. Et il y a un moment dans ce rituel, je ne sais pas si je t'avais raconté cette histoire-là, mais il y a un moment dans ce rituel, j'offre en imagination, ça se passe comme ça, j'offre en imagination de l'alcool pour certains esprits. Et donc, on visualise qu'il y a des coupes d'alcool, parce qu'il y a des esprits qui sont clac comme ça, à qui on offre en imagination de l'alcool. Et donc, je visualise que j'offre en imagination des coupelles d'alcool. Et là, au moment de cette visualisation-là, j'entends bring, 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 tout un tas de verres qui se cassent. Et tiens, c'est étonnant. Après, je posais la question. Il se trouve que la loge du Grand Rex, elle est attenante à une boîte de nuit. Et de l'autre côté de la boîte de nuit, il y a tout un pan de bière qui a dû s'effondrer, de caisses de bière qui s'est effondrée, qui a versé de l'alcool dans toutes les directions. D'ailleurs, tu parles d'alcool, hein, dans ton livre, de vodka, je crois. De vodka, ouais. Quand on fait des rituels, il y a beaucoup d'offrandes et on peut offrir des lumières, on peut offrir de l'alcool, on peut offrir du lait, et en fonction des circonstances, on va généralement offrir du lait pour les esprits apaisés, on va offrir de l'alcool pour les esprits qui ont besoin d'être plus directs, si on veut. Quoi, il y a des esprits picolent un peu quand même. Et ils ont besoin de feu un peu. Oui. Et donc il y a quelque chose de très naturel. On va offrir du beurre pour certaines choses, on va offrir des gâteaux, des biscuits, du sucre, du miel dans d'autres circonstances. Et c'est très cohérent, c'est-à-dire que si j'ai besoin, par exemple, ça va très bien pour moi et que j'ai besoin de remercier les esprits qui m'aident, je vais offrir du lait. Si jamais je dis ok, là il y a quelque chose qu'il faut pas, il y a besoin de mettre de la clarté dans cette histoire, et là je demande une interférence, une aide pour aider dans ce moment-là, et là j'offre de l'alcool aux esprits. Alors, quand on va par exemple dans certains temples bouddhistes, les offrandes sont concrètes. Ah oui. Pour le coup, elles existent matériellement. Alors, les orans, il y a des fruits. Tu parles d'ailleurs des fruits qu'il faut donner concrètement. On offre toujours sur deux plans, plan matériel et plan de l'esprit. Corps, cœur, esprit. Et donc, quand on va faire une offrande, c'est pareil, on va pas simplement offrir une pomme comme ça, tiens, je mets une pomme sous Ganesh pour avoir l'abondance. Non, moi, quand j'offre des fruits, par exemple, si je fais une offrande d'abondance et que je décide de m'appuyer sur Ganesh, la divinité de l'abondance chez les hindouistes, je vais pas simplement offrir, je vais visualiser, Ganesh est là, la statue de Ganesh est là, et je vais visualiser que j'offre des tonnes de fruits, des tonnes d'ananas, de bananes, de kiwis, d'oranges, amoncelés magnifiquement comme un mandala, comme un temple. Et puis moi, symboliquement, je vais poser 3 pommes au centre pour ça. Mais ça joue sur l'esprit et ça joue sur la matière, les deux en même temps. Alors, mais vraiment question qui va te paraître absurde. Une fois que tu as offert ces 3 pommes,
Elle reste combien de temps Ah bah, moi, je suis à la campagne, donc du coup, je les laisse. Et donc, du coup, après, les oiseaux viennent les manger. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ah, oui. Et ça contribue au rituel. Et ça contribue au rituel. Et puis, si on est en appartement, c'est bien de le faire sur un balcon ou sur quelque chose. Et les oiseaux viennent les manger. Et puis, à un moment donné, au bout de quelques jours, on les met dans la terre, on les met dans le compost. C'est vraiment 53, si je ne m'abuse, enfin plus de 50 rituels pour découvrir justement la puissance des rituels. C'est le dernier ouvrage, le 19e d'Arnaud Riou. On va vous mettre aussi en dessous de la vidéo l'intégralité des liens avec le moulin. Le moulin. Bientôt un chalet peut-être. Il y a 3 chalets au moulin. Il y a 3 chalets au moulin. Ouais. Voilà, très bien. Oui, parce qu'effectivement, il y a de l'hébergement sur place. Oui, il y a toujours les cabanes dans les arbres et autres. Hein. Il y a les tipis, je crois que tu as mis aussi. Il y a plein de choses. Je voudrais qu'on remonte cette photo parce que honnêtement, c'est sublime. C'est magnifique. C'est sublime. Tu dois être en extase à chaque fois que tous les jours, rentres chez toi, tu te dis waouh. Ouais. Et Dieu sait si je fais des rituels tous les jours ici. Ouais. C'est magnifique. Et en plus, toi qui aimes tant la nature et qui a besoin de ce contact avec la terre, il y a de quoi faire là. Il y a de quoi faire. On est au milieu de 3 hectares de parcs de plantes médicinales. L'Académie de l'Acte, toute l'actualité d'Arnaud sur son site directement. Et puis 2025, 2026 pour un autre grand événement. Ah, 2026. 2026, ouais. Bon. Il y aura d'autres choses d'ici là. D'autres choses d'ici là. Évidemment. Tu veux parler une autre actualité? Tu veux proposer d'autres? Il y a des programmes qui arrivent? Il y a beaucoup de programmes. On a beaucoup de programmes. Le mieux, c'est d'aller voir sur mon site, sur le site directement, ou l'académie-de-l'acte.com. Et chez Animae, donc le petit dernier chez le Duc. Voilà la puissance des rituels. Merci infiniment, Arnaud. Merci à toi. C'est toujours un vrai plaisir. Ouais, exactement. Et on va aller déjeuner en conscience. Avec plaisir. Vous commentez, vous partagez. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.